Niché dans les parcs entre le centre-ville et North Adelaide, se trouve l'Adelaide Oval, un terrain de sport qui a initialement ouvert ses portes en 71. Avec une capacité d'accueillir plus de 3000 personnes. C'est un lieu populaire pour accueillir des tournois de cricket, ainsi que des matchs de rugby et de football pour les habitants d'Adelaide, bien qu'il soit peut-être surtout connu pour l'Adelaide Oval. Les enlèvements, c'est le nom donné à la disparition de 2 jeunes enfants qui assistaient à un match de football dans les années 70. Le 5 août 1973, Joanne Radcliffe, âgée de 11 ans, est sortie avec ses parents, Les et Kathleen, son grand frère, et un ami de la famille connu sous le nom de Frank. Ce jour-là, un match de football a eu lieu entre Norwood et North Adelaide. À côté des Radcliffe se trouvait Kirsty Gordon, âgée de 4 ans, qui était sous la surveillance de sa grand-mère maternelle. Ses parents, Greg et Christine Gordon, n'étaient pas présents car ils rendaient visite à des amis avec leur fille cadette dans la ville de Renmark. Les familles de Joanne et de Kirsty avaient toutes deux des abonnements et s'asseyaient ensemble chaque semaine. Par conséquent, elles ont appris à se connaître. Il y avait un fort élément de confiance entre les deux familles. C'est pourquoi Joanne a été autorisée à accompagner Kirsty aux toilettes ce jour-là. En règle générale, les Radcliffe n'autorisèrent pas leurs enfants à aller aux toilettes pendant les pauses ou pendant le dernier quart-temps, mais ils ont fait une exception. Ce jour-là, à 16h45, Kirsty et Joanne sont allées aux toilettes, mais elles ne sont pas revenues. Quelques minutes plus tard, leurs familles se sont inquiétées et ont commencé à les chercher. La mère de Joanne, Kathleen, a essayé de faire passer une annonce sur le système de sonorisation du lieu, mais sa demande a été refusée. Ce n'est qu'à 21h après une deuxième tentative qu'un avis a finalement été diffusé dans tout le lieu. Pourtant, personne ne s'est manifesté et les filles restaient introuvables. La police a été informée de leur disparition à minuit. Les autorités sont arrivées rapidement sur les lieux. En discutant avec les témoins, ils ont compris que les filles ont été vues plusieurs fois entre leur départ pour les toilettes et l'annonce de l'Oval. La première fois que les deux ont été remarquées, c'était lorsqu'elles, accompagnées de plusieurs autres enfants, ont essayé d'attirer un chat errant qui rôdait dans les environs. La deuxième fois, c'est lorsqu'un homme inconnu a été vu en train de porter Kirsty. Pendant ce temps, Joanne aurait été vue l'air bouleversée, frappant et donnant des coups de poing à l'homme tout en lui criant dessus. Les témoins, cependant, n'ont rien pensé de l'incident à ce moment-là. Ils ont pensé que c'était une dispute familiale et que la fille était juste en colère contre son père. La dernière fois que Joanne et Kirsty ont été aperçues, c'était sur un pont près du zoo d'Adélaïde. Une fille de 14 ans en visite avec son père se souvient avoir vu un homme avec les deux filles, a-t-elle déclaré lors de l'enquête. « J'ai vu un homme venir vers nous à vive allure sur le chemin de gravier, portant un jeune enfant. Derrière lui, une fille courait pour le rattraper. Et elle frappait cet homme de toutes ses forces dans le dos en criant « Pose-la, pose-la !» Et elle était vraiment bouleversée. La description que la fille a faite de l'homme correspondait à celle des autres témoins oculaires, plutôt à l'intérieur du complexe sportif. Il est à noter que l'annonceur rapporte que les filles ont été vues pour la dernière fois par un jeune homme qui les a aperçues près de Port Road, à proximité de la gare de North Adelaide. Des enquêteurs privés ont supposé que les filles avaient été emmenées hors de la zone à bord d'un train Red End depuis cette gare. Bien que cette affaire ait été très médiatisée et ait attiré l'attention à l'échelle nationale, l'enquête initiale s'est rapidement heurtée à un mur. Une récompense de 1 000 $ a été offerte pour toute information, mais aucune piste notable n'a émergé malgré cette incitation. Il était difficile de croire que les filles avaient été enlevées en plein jour devant des milliers de témoins et que personne n'avait reconnu l'homme qui avait commis le crime. Mais cela semble être le cas depuis les années qui ont suivi la disparition des filles. Il y a certaines spéculations selon lesquelles leur affaire serait liée à celle des enfants Beaumont. La célèbre affaire australienne où 3 frères et sœurs, Jen, 9 ans, Anna, 7 ans et Grant, 4 ans, ont disparu près d'Adélaïde, en 1966. En raison de ce lien possible, de nombreux suspects dans l'affaire Beaumont sont également suspects dans celle-ci, selon des témoins, en 1966.
Les enfants Beaumont ont été aperçus pour la dernière fois avec un homme grand, avec des cheveux blonds clairs à châtain clair, une corpulence moyenne et un visage mince au teint bronzé par le soleil. Il semblait avoir la trentaine. Fait intéressant, un portrait robot de l'homme aperçu avec Kirsty et Johan avant leur disparition, qui portait un chapeau, ressemblait à la description de l'homme vu avec les enfants Beaumont. Un des suspects dans l'affaire Beaumont est Bevan Spencer von Einem, un tueur en série présumé qui a été condamné en 1984 pour le meurtre d'un garçon de 15 ans à Adélaïde nommé Richard. Kelvin von Einem a enlevé Richard aux alentours de juin 1983, puis l'a retenu captif pendant 5 semaines, le droguant, le torturant et l'abusant sexuellement. Son corps a été retrouvé 7 semaines après sa disparition, le 4 juillet, près de One Tree Hill, une ville en périphérie d'Adélaïde. Von Einem a été confondu par les enquêteurs en raison du fait que le sédatif hypnotique Mandrax a été retrouvé dans le corps de Richard. Et von Einem faisait partie des personnes qui détenaient une ordonnance pour ce médicament. De plus, le nom de von Einem disait quelque chose car il avait déjà été interrogé en lien avec la mort de 3 jeunes hommes et l'agression sexuelle présumée d'un autre. Des fibres sur les vêtements de Richard correspondaient à celles du domicile de von Einem. Un autre suspect dans l'affaire Beaumont est Derek Ernest Percy, un autre tueur en série présumé qui était une personne d'intérêt dans les meurtres de Wanda Beach, une affaire non résolue où 2 filles ont été tuées à Wanda Beach à Sydney. En janvier 65, en 69, Percy a été arrêté pour le meurtre d'une fillette de 12 ans nommée Yvonne Touet. Il avait également tenté d'enlever son ami, un garçon d'1 an, qui a ensuite identifié le véhicule de Percy. Percy a nié toute implication, bien que surpris par la police en train de laver du sang sur ses vêtements, mais il a finalement mené les policiers au corps de la jeune fille. Les enquêteurs soupçonnèrent que Percy avait des tendances pédophiles et ont trouvé des journaux décrivant et illustrant ses nombreux fétichismes sexuels. Lors de son procès, Percy a été déclaré non coupable pour cause de folie et a été maintenu en détention policière pour une durée indéterminée. Il est décédé d'un cancer du poumon en 2013, à l'âge de 64 ans. Les 2 derniers suspects dans cette affaire sont considérés comme les auteurs les plus probables de l'enlèvement de l'Oval d'Adélaïde. Arthur Stanley Brown était le principal suspect dans les meurtres de Susan et Judith McKay en 1970. Les 2 sœurs, âgées de 7 et 5 ans, vivaient à Townsville et ont été enlevées alors qu'elles se rendaient à l'école un matin, à seulement 100 mètres de leur domicile. 2 jours plus tard, leurs corps ont été retrouvés à Ant Hill Creek. Susan avait été agressée sexuellement, étranglée et poignardée à la poitrine. Sa sœur, Judith, avait été agressée sexuellement et étranglée à mort. Brown était un suspect dès le début de l'affaire, mais une enquête policière bâclée lui a permis de vivre en homme libre. Et cela pendant près de 3 décennies. Brown présente une ressemblance notable avec le portrait robot réalisé après l'incident de l'Adelaide Oval, de l'homme au chapeau que l'on a vu porter Kirsty et se faire frapper par une Johan bouleversée. Sue Laurie, la témoin qui a vu les filles aux eaux d'Adelaide alors qu'elle avait 14 ans, a identifié Brown comme l'homme qui était avec les filles ce jour-là. Elle l'a vu dans un journal télévisé en 1998, 25 ans après l'avoir vu pour la dernière fois, et elle l'a immédiatement reconnu, lui. En reparlant avec l'équipe d'Under Investigation, Sue a dit qu'elle avait une image très claire de l'agresseur dans son esprit. Et elle a tout de suite su que le visage de cet homme était celui qu'elle avait vu il y a un quart de siècle. Des années plus tard, quand j'ai vu sa photo, j'ai immédiatement dit « c'est lui, c'est ce visage ». Alors qu'il se montrait souvent comme un homme calme, poli et travailleur, employé comme charpentier pour le département des travaux publics du Queensland, les membres de la famille de Brown parlent de lui de façon moins flatteuse. Merle Moss se rappelait « Quand je l'ai rencontré enfant, il y avait quelque chose chez lui que je n'aimais pas. Il était bien connu, finalement au sein de la famille, qu'il abusait de beaucoup de jeunes filles, uniquement des firmes du coin. » D'après tous les témoignages, les activités illégales et horribles de Brown ont continué sans conséquence pendant des années car il n'a jamais été dénoncé à la police. Et, selon la journaliste Paula Doneman, il commettait ses crimes discrètement. Elle a déclaré « Lorsque vous parcourez les déclarations des victimes d'abus sexuels sur enfants, elle parle constamment de lui portant son uniforme d'entretien. C'est le gars qui répare quelque chose à l'école. Un membre de sa famille a parlé de lui, disant qu'il encourageait les élèves à l'appeler oncle. Elle a ajouté qu'il ramenait beaucoup de ses victimes chez lui et les agressait. Dans la maison qu'il partageait avec sa femme, Merle Moss se rappela l'existence d'une pièce secrète.
Nous avons trouvé tous ces livres, apparemment des histoires vraies, de femmes qui avaient été mutilées et violées, ainsi que des bouteilles de vin. Nous étions loin de nous douter à l'époque que c'est ce qu'il faisait aux jeunes filles. Merle se souvenait aussi avoir eu des soupçons concernant Brown et son lien possible avec les meurtres de Townsville. Selon Paula Donovan, il n'a pas été surpris lorsque les enquêteurs sont venus le voir 8 ans plus tard. En décembre 1998, Brown a finalement été inculpé pour le crime. C'était à peu près à la même époque que Sue Laurie a vu son visage aux informations et l'a immédiatement identifié comme l'homme qu'elle avait vu avec Joan et Kirsty en 1973. Malheureusement, cependant, le procès s'est soldé par un jury sans verdict. Bien qu'un nouveau procès ait été ordonné, Brown a été jugé inapte à comparaître. Il est mort en 2002 sans jamais avoir été condamné pour les meurtres de Townsville ni pour les disparitions de Kirsty et Joan. Fait intéressant, Brown et le portrait robot de la police ressemblaient à un autre pédophile connu en Australie, Stanley Arthur Hart. L'affaire de l'Adelaide Oval est restée en grande partie au point mort jusqu'en 2009, lorsqu'un prisonnier nommé Mark Trevor Marshall a fait une confession écrite affirmant que lui et son grand-père, Hart, étaient présents à l'Adelaide Oval, le jour où Joan et Kirsty ont disparu. Dans son écrit, il affirme que c'est son grand-père qui était responsable d'avoir emmené les enfants du lieu et plus tard d'avoir mis fin à leur jour. Hart est décédé en 1999. Le journaliste Brian Littley a obtenu une copie de la confession, la qualifiant d'horrible et ajoutant « Ils ont enlevé les filles, les ont emmenées à la campagne et elles ont été assassinées ». Il a déclaré qu'il pensait qu'il y avait suffisamment de détails dans les notes pour qu'il soit possible que Marshall dise la vérité. Notamment, Littley n'est pas le seul à ressentir cela. Bill Hayes, un détective privé et ancien inspecteur de police, l'a également affirmé. Il y a des éléments là-dedans qui vous poussent à penser qu'il sait de quoi il parle. La sœur de Joan, Suzy, a également lu les notes et l'a dit lors de l'enquête. Il y a trop d'informations et de détails là-dedans qui sont irréfutablement réels. Il y a des détails là-dedans qu'il a donnés et qu'il n'aurait pas pu connaître à moins de l'avoir réellement rencontré en personne. Il aurait été rapporté que Hart avait été interrogé après l'incident en 1973. Et, selon Bill Hayes, il y a un témoin qui pense avoir vu les deux jeunes filles chez Hart quelques jours seulement après leur disparition. En 15, deux propriétés appartenant à Hart, l'une à Prospect et l'autre à Yatina, ont été fouillées par les autorités. La maison à Prospect était abandonnée à l'époque mais possédait un bunker souterrain qui a été comblé. En 1975, après les disparitions, et à partir de 1973, seul Hart avait accès à la maison, c'était sa maison d'enfance. Pendant ce temps, la propriété à Yatina possédait 2 puits sur son terrain qui ont tous deux été fouillés. Malheureusement, rien de notable n'a été découvert sur l'une ou l'autre des propriétés. En 1913, la sœur de Joan a demandé aux autorités d'examiner les antécédents de leur ami de la famille, connu seulement sous le nom de Frank, qui était présent ce jour-là lorsque les filles ont disparu, et de déterminer s'il était impliqué ou non. Elle se rappelait qu'il connaissait bien les habitudes des filles pendant les matchs de football. Et, selon la mère de Joan, Frank a quitté sa place pendant environ quelques minutes avant la disparition des filles. Par la suite, il est resté assis et n'a pas participé aux recherches après que la famille s'est inquiétée de leur disparition. La grand-mère de Kirsty avait également remarqué le comportement étrange de Frank. On ne sait pas s'il a jamais été interrogé au sujet des disparitions. Kirsty et Joan n'ont jamais été retrouvées et leur affaire reste non résolue. Les deux filles ont disparu le 5 août 1973 depuis le complexe sportif l'Adelaide Oval. Joan Radcliffe avait 11 ans à l'époque. Elle est décrite comme une fille blanche aux cheveux bruns, attachée en couette lors de sa disparition. Elle a une corpulence moyenne et portait un chemisier blanc, un débardeur noir, un jean noir, des chaussures blanches et des chaussettes blanches. Lorsqu'elle a disparu, elle emmenait Kirsty Gordon, âgée de 4 ans, aux toilettes. Kirsty est décrite comme une fille blanche, aux cheveux blonds mi-longs et aux yeux bleus. Elle mesurait 1,2 m lorsqu'elle a disparu et a le teint clair avec de légères taches de rousseur. Elle a une légère cicatrice au-dessus de l'arête du nez et 2 taches de naissance, l'une à la base de la colonne vertébrale et l'autre sous la ligne des cheveux. Lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, elle portait une jupe plissée blanche, un pull violet, un collant blanc et des chaussures marron à lacets. Une récompense pouvant aller jusqu'à $1 million est toujours offerte à toute personne fournissant des informations menant à la découverte des restes ou à une condamnation.
Pour toute information sur cette affaire, contactez Crime Stoppers au 800 333 000 et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.